Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier talk de notre Product Week Winter, cette keynote de clôture. Alors comme vous le savez, vous avez l'habitude maintenant, on va parler pendant une demi-heure, vous avez la possibilité pendant cette demi-heure de poser des questions, donc vous êtes sur Livestorm et il y a un onglet qui est très intelligemment appelé questions. Vous pouvez poser les questions ou upvoter pour les questions de vos petits camarades et je poserai les questions à nos 3 speakers à la fin pendant un petit quart d'heure. Voilà, alors déjà, merci d'être là, merci à Lucie d'être là. Je vais vous présenter et ensuite on rentrera dans le sujet qui est de parler des licornes et du rapport avec le produit et en quoi c'est différent ou pas. Commençons par le commencement, Lucie. Donc Lucie, moi je te connais depuis longtemps maintenant puisque tu as commencé Customer Manager chez Content Square à l'époque et j'étais ton client. Donc ça remonte à bien loin, c'était il y a 7 ans. Et depuis, Content Square a grossi, toi tu as changé de poste, tu as monté l'équipe produit, Content Square c'est 800 personnes et toi tu es CPO et tu manages 45 personnes au produit. Donc merci d'être là et tu es à New York, donc il est très tôt pour toi encore, donc merci encore une fois d'être là. Avec plaisir. Alors Nicolas, tu as commencé dans le conseil en stratégie digitale, puis tu as travaillé chez Dailymotion dans une start-up franco-chinoise. Un jour je te demanderai de m'en parler un peu plus parce que c'est rigolo. Et tu es devenu First PM chez Miro. Aujourd'hui, tu es VP Product et tu manages 15 personnes, Product Manager, Product Designer et UX Researcher. Tout à fait. Voilà. Et Benoît, last but not least, donc Benoît, tu as fait une grande partie de ta carrière chez Enablon, de Product Manager à Directeur Produit. Tu es ensuite devenu VP Product de Deezer, donc quelques mois après que je parte. Donc on ne s'est malheureusement pas croisés, et c'est comme ça. Et depuis quelques semaines, tu es VP Product Docus, CPO Docus. Et vous êtes donc totalement concurrents l'un l'autre. C'est ça. Voilà, c'est toujours amusant sur un talk d'avoir 2 concurrents. Donc merci de ne pas faire trop de publicité pour l'un ou pour l'autre, ça pourrait nous être reproché. Alors, et moi je suis Fabrice Desmazeries, je suis CPO de Tiga, fondateur de la ProduConf, a priori tout le monde me connaît, vous n'êtes pas là pour me voir moi, donc je n'irai pas plus loin. Première question, puisqu'on parle d'être product dans une licorne, alors tout le monde sait ce que c'est qu'une licorne. Aujourd'hui, la licorne, c'est en même temps l'animal mythique avec sa corne magique et une valorisation de plus d'1 milliard de dollars ou d'euros. Je n'ai jamais été très raccord là-dessus. Et tout le monde aujourd'hui dit que en fait, le succès, c'est être une licorne. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas une licorne, c'est l'équivalent de ne pas avoir une Rolex pour 50 ans, c'est que vous avez peut-être raté votre vie, ce qui est quand même assez moche. La première question, c'est de vous dire que finalement, en tant que product en licorne, quels avantages côté produit et surtout, quels nouveaux problèmes, Benoît? Le gros avantage, c'est qu'on a un scale pour faire des choses qui est assez unique par rapport à une startup. On a généralement en produit, je pense qu'autour de la table, on fait partie des gens qui ont les plus grosses équipes. Ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. On en parlera aussi tout à l'heure, je crois, il y a la facilité de recruter. Quand on a un nom, quand on a une licorne, spécialement moi qui ai passé 2 ans chez Deezer, tu le sais, c'est une marque, donc les gens ont envie de travailler pour toi. Et c'est 2 gros avantages pour moi de travailler aujourd'hui dans une licorne. Et je pourrais compléter en disant que travailler dans une licorne, c'est faire partie d'une aventure. Ça inspire beaucoup de monde, ça va très vite. On n'a pas de quotidien, il y a beaucoup de changements, on travaille tous les jours sur de nouvelles problématiques. Donc c'est hyper challengeant, je compléterai avec ça. Et du côté problème, je ne sais pas Lucie, est-ce que toi qui as connu finalement cette croissance énorme chez Content Square en 7 ans, tu as dû voir des choses changer. Est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques à aujourd'hui être une licorne? Je ne sais pas si c'est spécifique à être une licorne. En fait, pour moi, le fait d'être une licorne, c'est un peu genre un tampon à un moment dans ta phase de scale-up. Et je pense que les problèmes, ils sont plus liés à la phase de scale-up que vraiment à ce moment où tu deviens la licorne. Parce qu'en fait, le moment où tu deviens la licorne, comme il disait, ça t'apporte beaucoup de visibilité, c'est une forme de reconnaissance. Donc ça amène plutôt du bien aux équipes. Par contre, c'est vrai que quand tu fais grandir ton équipe de nous au produit de 2 personnes à 45 personnes en 7 ans, ça veut dire que tu dois te réinventer sans arrêt. Et je pense que pour les gens qui bossent dans ce genre d'entreprise, il faut accepter que tu remets tout en jeu tous les 6 mois, quoi. Et que tu vas changer ta manière de travailler, tu vas changer tes process. Et donc, ça demande une agilité mentale et ça demande une appétence à beaucoup de changements et du changement qui se fait souvent très rapidement et un peu au forceps.
Donc, je pense que si c'est ton profil et que tu adores ça, c'est trop bien. Et sinon, ça peut parfois faire un peu un effet machine à laver au moment de l'essorage, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça le truc important. Alors justement, si on parle d'essorage, Benoît, est-ce que toi tu dirais que le fait d'avoir un statut de licorne, ça amène une pression supplémentaire ou pas et comment ça se ressent sur les équipes, comment on y fait face Alors, de mon expérience, il y a une pression supplémentaire du fait que si tu es une licorne, ça veut dire qu'il y a un gros marché, ça veut dire qu'il y a une grosse concurrence. Ouais. Ça c'est marrant on soit assis l'un à côté de l'autre. Non, on est plutôt copains en vrai. Mais si je prends l'exemple de Deezer, pour le coup, être en concurrence avec Spotify qui a quand même théorisé toute l'agilité avec lequel on est tous organisés, Apple, Amazon et Google, c'est pas évident quand tu es une petite boîte française de 600 personnes de rivaliser avec ces géants. Tu as un marché, tu as une concurrence forte et donc chaque choix que tu prends en tant que product est crucial, surtout sur les petites licornes parisiennes par rapport aux géants américains. Très clair. Vous me parlez beaucoup de spotlight, de croissance, du fait effectivement d'être excessivement visible. Je suppose que vous avez beaucoup de candidatures puisque vous êtes connu. Quel type de personnes vous attirez en particulier? Est-ce que c'est plus des missionnaires encore qui suivent la mission de l'entreprise, ses valeurs et autres, ou est-ce que c'est plus des mercenaires qui viennent pour la marque Lucie par exemple? Nous, on essaye d'éviter de recruter des mercenaires, bien sûr. Je pense que le fait d'être en B2B, tu évites un peu plus l'écueil d'avoir des gens qui viennent juste pour ta marque. Parce que Content Square, ça doit être une licorne. Tu vois, si tu n'es pas un peu dans le domaine du marketing digital, tu ne connais pas forcément. Donc, je pense qu'on a quand même plus des gens qui sont intéressés par travailler vraiment dans le secteur et qui sont intéressés par la mission de la boîte. C'est hyper important pour nous de recruter des gens qui viennent pour avoir un impact et qui ne viennent pas pour des raisons d'ego. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on check au moment des entretiens parce que je pense que on va reparler de valeurs après, mais c'est en termes de valeurs et de culture, c'est quelque chose d'hyper important pour nous d'éviter les gens qui viennent juste dans une logique de construction de carrière. Et côté salaire, côté BSPCE aussi, parce qu'on se dit grosse valorisation, peut-être grosse culbute. Est-ce que c'est un bon endroit où aller, une licorne, ou est-ce qu'au contraire, c'est surtout pas l'endroit où aller, Benoît? Ça dépend ce qu'on recherche. Je pense que d'un point de vue salaire, ça dépend des entreprises. Il faudrait qu'on discute. Je ne suis pas sûr qu'une licorne ce soit particulièrement avantageux d'un point de vue salaire, parce que le gros des investissements, il doit être aussi fait dans du marketing, dans de la structuration d'équipe, dans l'internationalisation, ce mot, je n'y arrive jamais. Et surtout, les plus grosses, entre guillemets, culbutes, tu les fais plutôt dans un mode start-up, pour tout ce qui est BSPCE, etc. Si tu arrives dans une licorne qui est valorisée 1 milliard, à moins d'être dans des licornes du type Tesla, etc., où ça monte jusqu'au ciel, en France, ce n'est pas encore le cas. Et tu ne feras pas un x2, enfin peut-être un x2, mais ça va s'arrêter là, quoi. Là où en start-up, on peut faire des x20, x30. C'est ce qu'on fait, je suppose, les premiers chez Content Square ou chez Miro. Est-ce qu'avec tous ces arguments de spotlight, notamment effectivement de chercher à avoir des gens qui sont missionnaires, est-ce que vous avez à garder les talents? Parce qu'aujourd'hui, avoir une licorne sur son CV, alors pas en tant que en tant que product manager ou product designer, mais d'autant plus sur un pool de talents qui est limité, est-ce qu'il n'y a pas un défaut? Est-ce qu'on n'est pas, vos candidats sont tout le temps chassés? Comment vous faites face à ça, Nicolas, par exemple? En fait, je pense qu'on a un avantage à être une licorne, et effectivement, je rejoins Lucie, plus qu'une licorne dans une phase de scale-up, c'est qu'il se passe beaucoup de choses une nouvelle fois, donc on a tout le temps des nouveaux challenges à proposer. Cela étant, les profils qu'on recrute, enfin qu'on a recrutés en tout cas chez Miro jusqu'à maintenant, ils ont quelque chose en commun tous, bien évidemment ils sont smart, ils sont tous ambitieux en fait, et donc il faut réussir à assouvir un petit peu leur ambition. Donc ça veut dire qu'il faut les suivre, les accompagner, c'est beaucoup de temps de management pour les aider à progresser, et pas seulement dans les paroles mais dans les faits, donc leur donner de la vision et leur permettre de se projeter à 6 mois, 12 mois, 18 mois pour les garder. Et moi j'aime beaucoup quand une personne de mon équipe se pose des questions, qui viennent m'en parler, même s'il est en process, même s'il regarde un petit peu le marché ailleurs, c'est pas mal. Une carrière, c'est aussi des opportunités. Donc, il faut aussi les laisser regarder, mais à un moment, il faut avoir cette discussion avec eux pour pas qu'ils soient pendant trop longtemps à cheval, puisqu'on fait
ni bien la recherche dans ce cas-là, ni bien son travail. Et à un moment, ils se rendent compte en fait eux-mêmes en allant regarder ailleurs que ce qu'ils ont, c'est très cool. Et donc ça permet de les garder aussi. Et toi, Benoît, C'est un point qui est super important. En fait, pour moi, aujourd'hui, le profil le plus compliqué à trouver, c'est le profil type Head of Product, la personne qui a déjà managé 4 ou 5 Product Managers dans des contextes difficiles et qui veut grandir. Et ça, c'est ce que peut offrir une licorne. C'est-à-dire de dire, on va créer 1, 2, 3, 4, 5 équipes par an. Donc forcément, il y a des énergies. Si après, on a bien formé ces mecs, ou ces nanas, pardon, et qu'on a envie de les faire grandir, on a l'opportunité de le faire. Ce qui est beaucoup plus difficile dans des boîtes où l'effectif est stabilisé, où il faut passer de contributeur individuel à manager. Et comment tu prouves ça? Ce que les licornes offrent, à mon sens. Vous me parlez effectivement de carrière et de projection de carrière. De l'autre côté, vous m'avez dit les uns les autres que vous cherchez parfois des profils particuliers. Si aujourd'hui un product nous écoute et se pose la question est-ce que la suite de ma carrière, je la fais en licorne ou pas en licorne, quelles sont les raisons pour lesquelles il ne faudrait pas venir en licorne? Je vais du coup reprendre un peu ce que Lucie avait dit au début sur ce que ça implique en fait de travailler en licorne. Il y a une intensité, il y a une exigence. On apprend beaucoup, mais c'est exigeant. Donc en fait, je pense que ça dépend en fait de ce qu'on cherche à l'instant T. Si à ce moment-là, vous n'avez pas envie de vous impliquer fortement dans votre travail, d'être challengé régulièrement en licorne, dès qu'on atteint un objectif, le lendemain, on a des objectifs plus élevés. C'est ce qui rend le truc intéressant, mais c'est effectivement un état d'esprit et un choix fort à faire quand on choisit de postuler en licorne. De ton côté, Lucie? Ouais, je suis d'accord c'est vraiment important. Nous, on en parle systématiquement en entretien. Une de nos valeurs, c'est l'ambition. Et on parle systématiquement en entretien du fait que ça va être très challengeant, qu'on va demander aux gens de prendre des risques, de s'affirmer, de s'engager beaucoup. Et c'est vraiment important ce niveau d'engagement que les candidats en soient conscients avant qu'ils arrivent. Et ensuite, pour moi, un autre truc, c'est si vous avez un profil hyper couteau suisse et que ce que vous aimez dans le product management, c'est de faire un peu de tout, du design, du product management, genre parfois s'installer avec les devs, etc. Je ne sais pas si c'est vrai pour vous, mais nous, chez nous, en tout cas, on a beaucoup mieux défini les rôles. Et le rôle du product manager, c'est un vrai rôle de product manager et ça implique beaucoup de communication en interne avec les stakeholders. Ça implique beaucoup aussi de travail de chef d'orchestre pour faire travailler les différents rôles qui existent dans la boîte. Et on en a un peu parlé aussi, mais c'est pas mal de pression parce que quand on lance un nouveau produit et qu'on a un volume de chiffre d'affaires à réaliser l'année d'après sur ce produit, il faut qu'on arrive à tenir ces objectifs. Donc, je pense que c'est passionnant, comme on vient de dire. On apprend énormément, mais il faut avoir vraiment conscience de ces éléments-là. Et est-ce qu'on peut encore être pionnier? Je prends l'exemple de Deezer, qui est une licorne particulière, parce que tout le monde connaît Deezer. Deezer, par rapport à Spotify et autres, on n'a pas une croissance démentielle, une croissance, mais pas une croissance démentielle, en tout cas pas celle qu'ont connue Miro ou Content Square. Est-ce que ça change justement de ce côté-là? Est-ce que c'est un autre type de profil compatible licorne qu'on va recruter chez Deezer? Et est-ce qu'on peut encore être pionnier, avoir justement ce côté un peu touche-à-tout dans une licorne qui est bien établie comme Deezer? Ce côté pionnier, on l'organise au bout d'un moment quand on est une licorne et qu'effectivement on a moins de croissance, c'est-à-dire que chez Deezer, on avait monté une start-up d'innovation. On appelle ça une start-up, en fait, c'est une squad d'innovation. Et finalement, l'innovation et ce côté un peu touche-à-tout, on le recrée dans des équipes qui ont un peu moins de process, un peu plus de liberté, pour pouvoir garder ce côté pionnier, ce côté innovant. Mais ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, Deezer, c'est plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Donc on a besoin de structuration, on a besoin, comme le disait Lucie, de gens qui font vraiment leur métier et qui lâchent un peu le couteau suisse. Les products qui aiment bien la tech restent sur leurs products. On a des product designers, et donc on ne fait plus de design. Chacun fait son métier. Effectivement, ça c'est un élément qui est vraiment important. Mais ça s'organise. On peut faire des hackathons, on peut faire plein de choses. Vous avez des croissances importantes, certaines très importantes, d'autres qui sont toujours importantes. Enfin, je ne vais pas dire le contraire, ayant été chez Deezer, ayant vu la croissance de Deezer, même si Spotify va plus vite, Deezer est aussi dans le sprint, je vous rassure, tout va bien, la France. Quid du scale?
Justement, on t'en parlait tout à l'heure, Lucie, mais quand on grossit aussi vite, qu'on devient aussi gros, comment on arrive à scaler une organisation, comment on organise à scaler une culture, des valeurs, et comment on ne se perd pas sur le chemin? Je pense que je vais dire des trucs qui ne sont pas hyper disruptifs, mais je pense qu'il y a deux éléments clés. Il y a la culture et la mesure et la valorisation de l'impact. Je pense que quand on grandit très très vite comme ça, c'est hyper important de travailler sur sa culture, à la fois sa culture d'entreprise et à la fois sa culture produit, parce qu'on peut plus. Il faut que les gens ils aient un sentiment d'appartenance et qu'ils trouvent beaucoup d'autonomie. Parce qu'en fait, quand tu grandis comme ça, tu es obligé de créer de l'autonomie parce que s'il faut faire des meetings, tu vois, nous aujourd'hui, si on doit faire des meetings à 45 dans l'équipe produit pour prendre des décisions, c'est pas possible. Et je pense que tu donnes de l'autonomie aux gens en leur donnant une culture actionnable qui leur permet de prendre des décisions en sachant ce qui fait partie de l'ADN de la boîte. Et pour ça, moi, il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui est, je ne me souviens jamais l'ordre dans lequel c'est mais c'est You Are What You Do, qui parle vraiment de en fait, comment tu crées une culture, pas simplement en placardant des mots sur des murs, mais en disant aux gens, ben voilà, tu vois, quand tu es dans cette situation, la manière de réagir quand tu es Content Square, c'est de faire ce choix-là plutôt que ce choix-là. Et une manière concrète de le traduire, par exemple, c'est en travaillant sur tes product principles, où les gens, du coup, tout le monde dans l'équipe sait ce qui est l'ADN du produit. Et le deuxième élément qui donne de l'autonomie, c'est de dire aux gens, voilà, regarde, ça c'est l'ambition Content Square, et elle se décline en 3, 4, 5 piliers. Nous, en tant qu'équipe produit, on participe à ces 3 piliers-là, et toi, dans ta product line et dans ta square, réfléchis à quelle est ta contribution et quelle est ta participation. Et donc, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un système d'OKR, mais qui permet à chacun de savoir comment il contribue à la big picture et du coup de trouver de l'autonomie et aussi de comprendre son impact et de garder une notion d'impact très très forte, même avec la croissance. Alors, ceux qui voudraient lire, c'est effectivement What You Do is Who You Are de Ben Horowitz, qui est effectivement le superbe bouquin sur la culture. C'est celui que je conseille. Donc effectivement, il est très bien, il est bien écrit, il y a des vrais exemples et pas que des exemples tech, ce qui rend les choses d'autant plus intéressantes. C'est pas mal de citer un bouquin, j'avoue que j'aurais dû le préparer. Ouais. C'est pas mal. Moi, je rajouterais un petit élément qui pour moi est important, qui est un petit peu différent de ce que vient de dire Lucie. C'est le côté un petit peu capitaine de navire et, pardon pour mon anglicisme, mais côté rock solide que doit avoir le CPO ou le VP dans ces organisations. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce qu'on est dans le chaos et dans la tempête qu'on est obligé d'agir comme si on était dans le chaos et dans la tempête. Donc organiser les choses, travailler beaucoup la communication, c'est extrêmement important. Mettre effectivement ses principes et ensuite travailler vraiment de manière forte à sa priorisation, pour donner du travail, pour que tout le monde garde un esprit sain, et après communiquer sur finalement ce qu'on fait, mais surtout ce qu'on ne va pas faire, c'est un élément qui permet de rester sain. Et ça, c'est à mon sens notre rôle, c'est ce côté vraiment rock. On est là, on sait que ça tangue, on sait que ça bouge, mais ce n'est pas grave, on va s'organiser pour que ça marche correctement. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que, alors je ne sais pas comment c'est chez vous, mais généralement il y a un rapport, on va dire 1 à 5 entre le produit et la tech. Si le produit tangue, il y a 5 fois plus de personnes qui tanguent à côté, donc on est obligé de rester super solide pour que justement cette partie qui est quand même beaucoup plus peuplée qu'est la tech, elle ne bouge pas et continue à avancer correctement dans la tempête. Et toi, Nicolas, est-ce qu'aujourd'hui, on parle de culture, est-ce que tu dirais qu'une licorne, en tout cas une licorne tech, telle qu'effectivement on les voit, a une culture qui est particulièrement plus produit que les autres ou pas ? Alors, je pense que ça dépend en fait du produit, du premier produit d'une entreprise. En fait, c'est pas lié à la licorne. Une entreprise SaaS aura, pour moi, forcément une culture produit qui sera majoritaire, on va dire, dans une entreprise. Ce qui n'est pas forcément le cas. On prend notamment chez Miro au début. Ça fait partie des boîtes où au début, on peut faire Miro avec un Google Sheet, avec un téléphone, appeler les photographes, appeler les clients et gérer tout ça. Et donc, en fait, la culture tech vient après dans ces entreprises, mais super importante déjà pour permettre d'atteindre les objectifs de marché, pour scaler. Et ensuite, une fois qu'on aura atteint, on en est encore loin, mais les objectifs sur ce premier marché, c'est là où
où la culture produit sera primordiale pour trouver d'autres produits et donc d'autres marchés plus tech pour continuer à générer cette croissance. Si je résume, cette côté culture produit est particulièrement importante pour ce côté scale. Enfin, c'est ce à quoi on sert, vous me direz, mais effectivement, elle peut arriver après. C'est intéressant ce que vous me dites. Je reprends un peu, hein, mais vous m'avez tous parlé, pas de difficultés, mais de vos rôles. J'aimerais revenir à ce que vous faites, vous, tous les jours. Je ne vais pas vous demander l'agenda ou la journée parfaite qui n'existe pas. Ça doit être en même temps grisant, j'imagine, et aussi franchement scary, pour faire un autre anglicisme. Est-ce que vous n'avez pas peur à un moment, vous, d'atteindre vos limites quand vous gérez autant de personnes et que vous êtes capitaine de... C'est même pas un bateau, c'est une flottille derrière qui est là pour conquérir l'Amérique. Alors les uns les autres, pas. J'ai pas peur de me perdre en route parce que à chaque fois j'apprends. Et en fait, ce que tu sais pas faire, tu l'apprends et tu le fais. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la vie professionnelle et particulièrement le produit. On est quand même sur un métier qui est nouveau. On est quand même sur un métier qui est finalement pas si bien documenté. On commence vraiment à avoir de la bonne documentation pour du product management de start-up. Ce que fait Lucie, manager 40 personnes, un framework produit où on gère 40 PM, ça n'existe pas. Il faut le faire. Mais comme il faut le faire, il n'y a pas grand monde qui sait non plus. En fait, tu es en face de gens qui ne savent pas plus que toi. Donc il faut juste, à un moment, il faut essayer. Et je pense vraiment qu'il faut appliquer à nos organisations, comme à nous-mêmes, la philosophie qu'on applique maintenant à nos produits, c'est-à-dire on fait du test and learn. Ok, on s'organise comme ça, mais ça ne marche pas, on va s'organiser comme ça. Et c'est comme ça qu'on réussit. Donc si on est toujours dans cette démarche d'apprendre, à mon avis, tout se passe bien. Par contre, si on n'a plus envie d'apprendre, ouais, ça peut commencer à poser un petit problème. On est dans un poste, en fait, en l'occurrence la VP Product et CPO, où on est censé représenter l'expertise du product. Donc de toute façon, on ne va pas aller chercher plus d'expertise au sein de notre entreprise, puisqu'on la représente en fait. On va apprendre avec l'expérience effectivement au quotidien, même l'expérience dans le travail avec nos PM, à progresser avec eux. Et après, il faut aller chercher effectivement la connaissance dans les échanges qu'on peut avoir avec des confrères, avec d'autres VP Product, avec de la littérature sur les products, il y en a certaines intéressantes. Voilà. Donc en fait, on va chercher la source pas au sein de notre entreprise, sauf pour la partie expérience qui est importante, mais ensuite à travers des échanges avec nos confrères. Nicolas, on n'a toujours pas cité de bouquin. Tout à fait, mais je le prépare, un chacun. Et toi, Lucie, justement, tu as tout créé. Tu es arrivé, il n'y avait personne. Il y a eu un vrai pivot de Content Square du service vers le produit. Moi, j'ai vécu. Aujourd'hui, 45 personnes. Je dis vraiment, comment tu prends pas feu, déjà, et qu'est-ce que tu as mis en place pour réussir à gérer 45 personnes? C'est énorme. Plein de choses. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très itératif. Et je suis aussi d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, dans nos boîtes, on est l'expertise produit. Donc, la solution à comment l'équipe produit doit s'organiser, elle ne va pas venir ni du CTO, ni du CEO, parce que ce n'est pas leur job, le métier est nouveau et c'est vraiment à nous d'inventer. Moi, je ne dirais pas que c'est une peur, mais je dirais que c'est un perpétuel questionnement. Je me pose la question quasiment toutes les semaines de me dire, est-ce qu'on travaille de la bonne manière? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et je pense que ce qu'on a mis en place, bon, déjà, nous, c'est 45 personnes. Dans ces 45 personnes, on compte product management, product marketing et product design. Donc, du coup, c'est quand même splitté sur différentes fonctions. Et ce qu'on a mis en place pour faire fonctionner les choses, c'est une notion de product line. Donc, on garde des chapters product management, des chapters UX design et des chapters product marketing, mais on a un lead par product line et qui, du coup, moi, sont mes lieutenants et qui me permettent de déléguer un maximum. Donc, on travaille sur la vision et la stratégie ensemble. On définit les initiatives produits sur lesquelles on va avoir besoin de bosser. Et ensuite, c'est eux qui prennent en charge chacune des initiatives produits et qui créent de l'ownership autour de ça. Donc, ça permet de ne pas avoir à gérer 45 personnes en direct. Mais c'est sûr que c'est ce qui rend le métier passionnant, tu vois. Moi, je me dis, ça fait presque 7 ans que je fais ce job chez Content Square et j'ai l'impression que c'est passé en 6 mois parce que j'ai l'impression d'avoir changé de job déjà au moins 10 fois chez Content Square. Donc, je dirais que c'est le sel du boulot, en fait, en scale-up. Pour répondre à la question et aussi à la demande de Benoît de citer un livre, je vais essayer de résumer en fait le rôle d'un VP Product ou d'un CPO
avec le livre récemment sorti de Marty Kagan, Empowered. Le but du jeu, c'est vraiment… C'était facile à sortir Il celui-là. était très facile, ouais, mais moi je vais au plus simple. Non, mais voilà, je pense que notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que nos équipes soient dans les meilleures conditions pour atteindre des objectifs qui sont très clairement fixés. C'est les deux choses, pour résumer, mon rôle aujourd'hui en tout cas de Et en parlant de Marty Kagan, pour moi, la révélation, c'est Inspired. Et beaucoup de choses qu'on met en place chez Content Square et de la manière dont on travaille, c'est vraiment lié à la lecture d'Inspired. Avec notre ancien CTO, on avait aussi fait le training. Il fait des trainings de 2 jours. Et ça, vraiment, pour moi, il y a eu un avant et un après. Donc, à tous ceux qui n'ont pas encore lu Inspired, je recommande vivement la lecture. Vous ne vous sentez pas trop misérable, Victor Hugo? Pardon. Dernière question, on arrive presque au bout du temps. C'est une question presque plus philosophique, en même temps polémique. C'est justement ce statut de licorne. Tout le monde en parle, c'est devenu presque un indicateur de succès technologique pour une nation, puisque maintenant les grands de ce monde en parlent quasiment quotidiennement. Est-ce que c'est une bonne chose, ce statut de licorne, cette valorisation énorme, parfois avec des pertes substantielles? Est-ce que ce n'est pas anti-produit finalement ce statut de licorne? Moi personnellement, je n'y apporte pas énormément d'attention. J'ai été dans des entreprises qui, à mon avis, valent largement un statut de licorne, même s'ils n'ont pas été chercher la valorisation. C'est des outils financiers. Ce qui m'intéresse plus aujourd'hui dans les entreprises, mais j'ai l'impression qu'elles sont bien représentées ici, c'est l'ambition internationale, la croissance, cette culture produit, comment on crée des entreprises qui sont product first et product led, donc pardon pour ces anglicismes, enfin encore une fois qui vont mettre le produit au centre, qui vont avoir des produits différenciés, différenciants et qui vont gagner et qui s'en fichent d'être la petite pépite française, mais qui vont vraiment les gagner dans le monde. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'on ait été chercher beaucoup d'argent ou pas, finalement, c'est la même philosophie, c'est ça, à mon avis, qui est important. Si j'avais cité un livre qui résume bien cet état de fait, c'est Escaping the Build Trap de Melissa Perry. Voilà. Ça ne parle pas du tout de ça, mais il fallait bien, c'est la dernière question. Sur cette question, effectivement, c'est un écosystème qui fonctionne comme ça, qui est très différent d'énormément d'écosystèmes. Moi, j'ai des potes qui gèrent des supermarchés. Quand je parle de levée de fonds, et notamment la levée de fonds de Miro à l'époque, ils sont choqués véritablement, puisqu'en fait, dans la tech, on lève beaucoup pour aller plus vite, pour scaler beaucoup plus vite, alors que d'autres business, ça prend plus de temps. Ce qui est important, effectivement, c'est est-ce qu'on y arrive ou pas et comment utiliser cet argent. Et toi, Lucie, un dernier livre peut-être à nous citer avant de partir aussi? Vraiment, mes 2 bouquins de référence, c'est celui de Ben Horowitz sur la culture et tous les bouquins de Marty Kagan. Je suis une immense fan. J'en resterai là parce que je pense que ça ne sert à rien de faire des bibliographies trop longues. Mais sur la question de la licorne, moi, je pense que c'est plus la question de la question de la valorisation des boîtes. Est-ce que c'est bien de valoriser Snowflake 25 fois ou 30 fois leur ACV? Je pense que c'est plus une question financière qu'une question produit, et que d'un point de vue produit, le fait d'être une licorne, ça t'amène un sentiment de confiance parce que le marché a dit « Ok, je suis prêt à investir ». Mais ça ne change rien au challenge produit, ça ne change rien au fait qu'il faut que tu fasses un produit qui crée une tonne de valeur pour tes clients, parce que sinon, ça va quand même, ça va pas marcher. Donc, je ne suis pas sûre que ça influence la manière dont on fait du produit. Très clair, merci à vous 3. Merci et à vous. Écoutez, d'avoir été là, et on va changer de système pour les questions-réponses.